Mais ouais, je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment grandi au rugby et d'avoir évolué en tant que femme, en tant que joueuse, en tant que partenaire. Parce que je suis arrivée là assez jeune et que dans un groupe, au fil du temps, des années, avec des groupes différents, avec des staffs différents, j'ai appris énormément de choses et je pense que je me suis vraiment construite grâce au rugby. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'une femme qui a toujours cru en sa passion et qui est devenue l'une des plus grandes joueuses du monde. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Après avoir passé les premières années de sa vie en région parisienne, mon invité découvre le rugby à l'âge de 9 ans à Noisy-le-Sec. À la suite de la mutation professionnelle de ses parents, elle s'installe en région toulousaine et joue pour le club de Blagnac auquel elle voue une fidélité sans faille depuis plus de 15 ans. Avec à son actif 2 grands chelems et 2 demi-finales de Coupe du Monde à 15, une finale de Coupe du Monde à 7, une participation aux Jeux Olympiques de Rio, mon invité passe du rugby à 15 au rugby à 7 avec la même réussite et une soif de victoire intacte. Comme vous l'avez très probablement deviné, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marjorie Mayence. Durant notre échange, Marjorie évoque la petite fille qu'elle était et l'athlète qu'elle est devenue dans ce rugby en mutation. Profondément tolérante et ouverte à ce monde qui évolue, elle est très sensible à la place de la femme dans le sport et dans la société. Pour tout vous dire, j'ai vraiment passé un super moment chez Marjorie et j'espère que vous la découvrirez sous un nouveau jour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Marjorie. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Bon, super, je suis trop content d'être ici. On est à Blagnac, il fait très très beau aujourd'hui. En plus, je suis d'autant plus content que tu es la première joueuse en activité à me faire l'honneur d'accepter une invitation de La Cravate. Tout le monde connaît Marjorie, celle qui colle d'énormes cartouches en défense, qui parcourt le monde à 7. Et moi, j'aimerais bien savoir de quoi rêvait la petite Marjorie. Écoute, quand j'étais petite, je voulais juste... je rêvais pas du tout d'être en équipe de France, de percer dans le rugby, parce que quand j'ai commencé, j'avais 9 ans à l'époque, surtout j'ai commencé en région parisienne. Donc à l'époque, le rugby féminin était très loin d'être connu. Donc voilà, j'ai commencé le rugby parce que je me suis dit que ça avait l'air tout de suite très cool. J'ai commencé l'entraînement, ça m'a tout de suite plu et voilà, j'ai toujours voulu faire ce que j'aimais, être avec les copains et les copines, donc voilà. T'étais quel genre de petite ? Mais j'étais une petite sportive qui aimait toucher à tout, sociable, donc qui était toujours avec les copains et les copines. Et voilà, plutôt bien dans un groupe. Ouais, t'as testé d'autres sports avant le rugby ? Je faisais du tennis, ouais. J'ai fait un peu de tennis, j'avais fait un petit peu de gym. Mais pendant que je faisais du rugby, j'avais fait un an de boxe aussi. Mais ouais, le rugby a toujours été, depuis que j'ai 9 ans, a été le sport que jamais j'ai pensé à un moment donné arrêter, quoi. Le rugby, du coup, t'as commencé avec les garçons quand t'étais petite ? Ouais, j'ai commencé en école de rugby. Il y avait une fille, Paul, à Noisy-le-Sec, donc le club où j'ai commencé. Et voilà, on était avec les garçons durant les premières années. Du coup, tu as commencé à Noisy-le-Sec. C'est quoi ton parcours un petit peu en tant que petite fille ? Du coup, j'ai commencé 9 ans, ça devait être j'étais en Benjamin du coup. Et tout de suite, tout s'est très bien passé. J'étais à l'école à Noisy-le-Sec aussi, ça se passait bien. Au rugby, j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite été hyper bien intégrée dans l'équipe. Et voilà, ça c'est des super souvenirs parce que déjà petite, j'adorais plaquer. Je me disais que voilà, faire du rugby avec les garçons, c'était cool et que je voulais montrer que Paul et moi-même avions largement le niveau pour jouer face aux garçons, quoi.
Tu fais ton enfance en région parisienne. Tu fais quel type d'études? En fait, je suis arrivée à Toulouse en quatrième. Mes parents ont été mutés en région toulousaine, donc on est parti de Noisy-le-Sec pour arriver à Tournefeuille, où on a loué une maison pendant 1 an, et je suis arrivée à Launaguet avec mes parents pour mon année de troisième. Donc un parcours scolaire classique, et j'ai fait un lycée général, classiquement à Toulouse. Pas de sport-études à Jolimont? J'étais au Pôle Espoir à Jolimont. D'accord. J'étais à Jolimont pour ça. Ok, donc à ce moment-là, tu ne joues qu'à 15. Ouais, je joue qu'à 15. Et c'est qu'à 18 ans que j'ai connu le rugby à 7. C'est pas très poli, mais pour toi, c'était il y a quelques années, du coup. En effet. Et à l'époque, c'était pas super démocratisé non plus, le Seven. Mais non, pas du tout. Moi, je me rappelle que la première fois... En fait, quand je suis montée en senior, j'avais fait une sélection à 15, un stage à 15 où j'avais pas été retenue. Et il y avait eu la Coupe du Monde à 7 en 2009 à Dubaï. Donc là, toutes les excellentes joueuses du type Julie Pujol, Delphine Planté et toutes les anciennes avaient fait cette Coupe du Monde, mais basculaient sur le 15 pour participer à la Coupe du Monde qui était en 2010. Donc du coup, il fallait un petit renouvellement d'effectifs pour le rugby à 7. Et ils ont fait un stage à Marcoussis de 40-45 joueuses pour aller au premier tournoi à Dubaï avec une équipe de jeunes. Et ça s'était pas du tout bien passé d'ailleurs. Enfin, ce que je pensais en tout cas, parce que je trouvais le 7 extrêmement exigeant et je pensais que c'était pas du tout un sport fait pour moi. Moi, j'aimais plaquer, j'aimais faire jouer les autres, mais je courais pas vite. Je pensais pas du tout que j'allais être sélectionnée et finalement je l'ai été. Quoi. Tu l'as été. Donc ça c'est 2010 2009 ça. 2009. Et après tout s'enchaîne assez vite. 2011 c'est ta première sélection à 15. Ouais c'est ça. Donc 2009-2010 à 7 et 2011 première sélection à 15. Dans le même temps, tu joues dans ton club à Blagnac. Ouais, à Saint-Orens, qui est devenu Blagnac un peu plus tard. Je sais jamais dans quel ordre il faut dire, si c'est Blagnac-Saint-Orens. Ouais, maintenant c'est que Blagnac, donc c'est réglé. Bon, mais c'est bon. Voilà. Ça marche. Tu fais quelques années avec l'équipe de France à 15. 2014, c'est ta première Coupe du Monde. Ouais. En France en plus. En France, ouais. Donc vous avez de super résultats, vous finissez 3e. Ouais, un peu déçu de la 3e place effectivement, mais un super souvenir qui restera gravé en moi et en toutes les joueuses qui ont participé, je pense. À ce propos, j'ai l'impression qu'il y a un peu, pour le grand public du moins, un avant et un après cette Coupe du Monde. Tu l'as ressenti de ton côté ? Carrément, là franchement je pense qu'on peut le traduire exactement comme tu l'as fait. On avait donc une Coupe du Monde en 2014 à Marcoussis. C'est vrai que nous on s'est dit mais une Coupe du Monde en région parisienne du 1er au 15 août, il n'y aura jamais personne quoi. Et finalement ça a explosé. Il y avait des milliers de spectateurs et je crois que c'est réellement à partir de là que le grand public a découvert le rugby féminin et qu'on a gagné en médiatisation. Ouais. D'autant que quelques mois avant, vous faites un grand chelem déjà. Ouais, tout à fait, à Pau. Bon, à Pau, qui est déjà une ville de rugby où on a toujours eu quand même de bonnes audiences et toujours un public génial. Mais c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde, ça a été extraordinaire. Donc tu continues ton parcours, tu passes indifféremment du 15 au 7 et à 2016, les JO. Ouais, c'est vrai que j'ai fait du 7, du 15 en fonction des objectifs prioritaires de la saison. Donc il y avait des années où je faisais plus de 7, d'autres plus de 15. Mais ça a toujours été un grand plaisir de passer d'un groupe à l'autre, d'un rugby à l'autre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le rugby à 7 en 2009, quelques filles, quelques membres du staff parlaient des Jeux Olympiques. Mais pour moi, c'était quelque chose d'irréel, d'irréalisable pour moi. Je n'y pensais pas du tout. Et au final, en 2016, je me retrouve à Tokyo, donc c'est plutôt cool. Ça va être dingue. En plus, j'ai entendu parler d'un retour en avion qui apparemment était assez folklore. Ouais, c'était assez sympa. Effectivement, je partais pour me reposer dans l'avion, mais finalement, un petit apéro improvisé, ça se refuse pas, quoi. Ouais, et puis petit simulacre de mariage, tout ça, et voilà, quoi. Ouais, il y a eu quelques
quelques anecdotes assez rigolotes pour ce retour. Ouais, Il paraît. Non, c'est quelque chose à vivre, je suppose, les JO. ouais, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que quand le rugby à 7 a été sélectionné pour être aux Jeux Olympiques, on a passé des années difficiles, avec au départ des résultats collectifs qui étaient pas bons, mais on s'est entraîné dur. On est passé par des statuts très différents, du moment où j'ai commencé à 2016. Et ouais, ça a été quand même beaucoup de travail, beaucoup de remises en question, des moments superbes, mais des moments aussi hyper difficiles. On a galéré pour se qualifier déjà à Rio. Ça a été quelque chose de compliqué, qui a fini en quelque chose d'extraordinaire, mais il y a eu des moments difficiles. Et ouais, d'arriver à aller à Rio, c'était quelque chose de grand, même si le résultat a finalement été très, très décevant pour les attentes qu'on avait. Vous arrivez en quart? Ouais, on arrive en quart et on perd contre le Canada. Canada qui déjà, à 15, vous avez battu 2 ans avant, en Coupe du Monde. Tout à fait, ouais. C'est la bête noire un petit peu. Ouais, c'est ça. Puis c'est en plus ultra frustrant parce que que ce soit sur le 15 ou sur le 7, à chaque fois, ce sont des erreurs qu'on commet et qui nous coûtent le match, et des erreurs qu'on ne ferait pas habituellement, mais je pense qu'on a manqué beaucoup de maturité, que ce soit sur le 7 ou sur le 15, et d'expérience un peu de ces grands moments. Ouais. Bon, pour le coup, un petit peu plus tard, ça a servi à toute l'équipe, je pense, mais pour continuer un peu dans l'ordre chronologique, en 2018, tu as une autre Coupe du Monde, à 15 cette fois. Vous faites un nouveau 3e. 2017, ouais, pour le 15. 2017. Et on fait un nouveau 3e, effectivement. On perd cette fois contre l'Angleterre. Et une très belle équipe d'Angleterre qui a su mener et gérer le match mieux que nous l'avons fait. Donc là, ouais, des regrets, mais une gestion de match qui, comme on l'a toujours su faire les Anglaises, ça a été vraiment de leur côté sur ce match-là. Ouais. Et 2018, nouvelle Coupe du Monde à 7. Première Coupe du Monde à 7 pour toi? Deuxième. J'avais fait Coupe du Monde à Moscou aussi en 2013. Ouais. Et là, tu arrives en finale contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. Là, c'est plus une surprise peut-être, parce qu'au circuit mondial, vous êtes moins bien classé à ce moment-là. On était 4e, je crois, au circuit mondial, ou 5e, quelque chose comme ça. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, 4 ou 5e. Et c'est vrai que là, le format était très spécial. C'était quasiment élimination directe. Donc, notre quart de finale a été contre le Canada, demi-finale contre l'Australie, donc 2 nations majeures du rugby à 7, contre qui on a souvent chuté. Et ouais, là, cette fois, c'est nous qui avons pris le dessus sur les Canadiennes. Et on a su renouveler ça en battant les Australiennes sur le fil pour la demi-finale. Donc ça a été, oui, un très gros résultat. Ouais, médaille d'argent, c'est énorme. Et comment tu le ressens, toi? Tu vis des Coupes du Monde à 15, des Coupes du Monde à 7. Le format n'est pas du tout le même. En termes d'intensité, qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi? Mais c'est vraiment le fait de repartir à chaque fois à 7. En fait, on ne se rend pas compte. C'est vrai qu'au départ, moi, quand je disais aux gens que je faisais du rugby à 7, qu'un tournoi, c'était 3 matchs sur la journée de 2 fois 7 minutes. Bon, les gens disaient, 2 fois 7 minutes, mais en fait, c'est hyper exigeant. Et on ne se rend pas compte que sur une journée où il y a 3 matchs, il n'y a pas seulement 14 minutes de match. Il y a tout l'échauffement qui va avec, il y a toute la mobilisation, il y a tout l'aspect mental qui est hyper important, parce que se remobiliser, que ce soit après une victoire, quand tu es un peu euphorique, quand il faut se remettre dedans, ou après une défaite, au contraire, où c'est hyper difficile de se remobiliser, mais où il faut par exemple aller chercher une 3e place ou aller chercher une qualification, parce que chaque match est toujours important pour un classement, pour une qualif. C'est très très exigeant mentalement, et les tournois à 7, je trouve, sont vraiment très compliqués à ce niveau-là. Ouais, et puis sur le format en lui-même, le rapport avec le public non plus doit pas être le même, tout ça, ça doit changer pas mal. Ouais, ça change beaucoup, parce que c'est vrai qu'à 15, on fait notre match. Le match dure 80 minutes, après on a plusieurs jours de récup, et après le match on peut aller voir la famille, les amis s'ils sont là, on peut aller voir le public, on a le temps de profiter un petit peu.
Après un match de rugby à 7, on rentre au vestiaire. La priorité, c'est la récup, le repos et penser au match suivant. Donc c'est quelque chose de très différent et d'un peu spécial à aborder. Ouais, en plus, tu es sur le circuit mondial, toi, à 7. On les connaît, les étapes du circuit à 7. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'autre hémisphère. Tu es tout le temps dans l'avion. Ouais, je passe. En tout cas, je suis toujours avec ma valise, que ce soit dans l'avion, à l'aéroport ou à la gare, à Marcoussis ou dans les hôtels. Voilà, toujours un petit peu en train de me déplacer. Une vie de nomade, un petit peu, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué de se poser. On n'est jamais plus de 10 jours au même endroit. Mais c'est quelque chose à vivre. Je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir vécu tout ça. Même si des fois, comme tout le monde, j'en ai marre. Je me dis, j'ai envie de me reposer, je suis fatiguée, j'ai pas envie de prendre l'avion. Mais ouais, c'est fabuleux de pouvoir vivre tout ça pour aller jouer au rugby, quoi. C'est juste top. En semaine ou entre deux étapes du circuit, t'es logé sur Marcoussis? En fait, moi, cette année, c'était un petit peu spécial. Donc, on a soit des entraînements à Marcoussis en semaine, ou soit on est en stage de préparation, donc stage en France ou à l'étranger, selon les conditions que souhaite avoir le staff. Et j'ai eu un appartement à Massy donc, pendant des années. Et cette année, je suis revenue à Blagnac, mais je suis une semaine tous les 2 mois à Blagnac. Et le reste du temps, je suis en déplacement ou à Marcoussis, où je loue une chambre pour les quelques jours où j'y suis. D'accord. Comme on le disait, tu passes indifféremment du 15 au 7, du 7 au 15, et tu fais partie des quelques joueuses et joueurs à avoir un contrat fédéral. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe ? Ouais, alors les premiers contrats fédéraux féminins ont été signés en 2014, donc exclusivement pour le rugby à 7 en vue de préparer Rio 2016. Et j'ai donc fait partie des premières filles à signer ce contrat-là. Donc ce sont des contrats semi-professionnels. Donc on est à temps partiel et la priorité est l'objectif olympique. Depuis 2 ans, le 15 également a créé des contrats. Et voilà, donc effectivement, il y a toujours quelques filles qui font la bascule entre le 15 et le 7. Elles sont payées par la fédération pour performer sur les 2 tableaux. On peut dire que vous êtes des salariés de la Fédé, Comme salariés, beaucoup de joueurs le sont de certains clubs. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas encore de club pro féminin. Donc effectivement, là, nous sommes salariés de la fédération. Comme ce qui se fait chez les garçons avec le 7, ce qui n'est pas le cas pour le 15 masculin, mais les gars à 7 sont également salariés de la fédé. Tu fais partie des filles qui peuvent vivre du rugby. Tu as des collègues, je pense, en équipe de France à 15, pour lesquels ce n'est pas encore le cas. Tu connais un peu leur quotidien. Ouais, il y a des statuts très différents chez les filles. Donc il y a les filles du 7 qui pour le coup, on est soit étudiantes ou qui ont arrêté de travailler ou qui ont mis un stop à leurs études. Parce que de toute manière, le calendrier du rugby à 7 est fait tel que c'est compliqué d'avoir quelque chose à côté. Et les filles du 15, pour la plupart, ont quand même des contrats depuis 2 ans. Mais c'est pour elles, pour l'instant, qu'un mi-temps. D'accord. Donc la plupart sont obligés de travailler à côté, de concilier les entraînements en club, les entraînements perso, les stages en équipe de France. Donc d'ailleurs pour certaines c'est très compliqué de se libérer de leur employeur parce que certains sont très conciliants mais d'autres ont du mal. Donc pendant des années, beaucoup de filles ont posé des congés sans solde pour pouvoir partir jouer avec l'équipe de France, pour aller jouer en 6 Nations, pour aller jouer une Coupe du Monde. Donc ça reste quand même précaire pour certaines filles. Pour les étudiantes, c'est quand même un peu moins compliqué. Ça demande par contre beaucoup d'organisation, mais en tout cas, pour celles qui sont salariées, c'est difficile. Ça paraît délirant quand on en parle comme ça, mais c'est vrai que c'est encore une réalité quoi, aujourd'hui. Donc tu joues beaucoup avec les équipes de France. Tu arrives encore à jouer avec ton club ? Cette année, pour ce début de saison, j'ai pas joué avec Blagnac. L'année dernière, j'ai fait, je crois, 3 matchs. Mais j'ai toujours essayé de tout concilier au mieux.
J'ai toujours joué avec Blagnac quand je le pouvais. La saison dernière, par contre, enfin cette saison, j'avais annoncé clairement que, et en discussion totalement ouverte avec mon entraîneur, hein, mais on en avait discuté. Effectivement, l'objectif prioritaire était les JO. J'ai plus 20 ans. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je pouvais me permettre de rentrer d'un voyage à l'autre bout du monde, me reposer 2 jours et partir jouer. Là maintenant, je mesure plus les risques et j'ai plus envie de courir 1000 lièvres à la fois et je voulais me concentrer sur l'objectif JO, tout en étant au clair sur le fait que si sur une période qui le permettait réellement et si les conditions étaient très bonnes pour jouer avec mon club, je le ferais, mais l'objectif prioritaire était pour le 7 et que et mon entraîneur Nico ne comptait pas sur moi pour les matchs ou pour les entraînements. D'accord. Si tu pouvais choisir entre soulever la Coupe du Monde à 15 ou le titre olympique à 7, tu prendrais quoi ? Ah non, ça c'est des questions trop dures. Franchement, c'est vrai qu'on m'a en plus souvent demandé, tu préfères le 15, le 7 et même pour un titre comme ça, c'est impossible à choisir. Les deux sont tellement différents et en même temps représentent tellement d'émotions fortes. Je lui dis toujours des choses extraordinaires, mais d'une manière toujours différente. Et là, non, je pourrais pas choisir. Bon, si je pouvais avoir les deux, ça aurait été mieux. Mais... C'est le petit joker qui passe, c'est bon. T'as des projets après ta carrière ? Moi, j'ai fait du droit. Donc, j'aimerais peut-être reprendre dans le droit du sport, mais avoir les formations à distance, les formations, comment je peux les passer. Mais j'aimerais reprendre. J'ai un master 1 en droit, donc j'aimerais avoir mon master 2. Et je passe actuellement le diplôme d'entraîneur. D'accord. Donc voilà, j'ai quelques idées, mais c'est vrai que les années à 7 ont fait que les priorités, le planning était toujours au rugby et que c'est difficile de se pencher sur autre chose. On manque beaucoup de temps. Et là, je vais profiter de mes dernières années pour me consacrer un peu à mon après-carrière parce que j'ai fait le choix de mettre mes études de côté pour les JO de Rio. Et j'ai pas repris, enfin j'ai repris sur le DE, mais j'ai laissé tomber le droit et c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Donc, d'accord, donc tu te destinerais vers ça pourquoi pas, ouais. Même si au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de domaines. Dans l'événementiel, c'est vrai que c'est aussi intéressant, je fais quelques trucs. Mais j'ai rien de concret et il faut s'y pencher parce que ça fait peur quand même. Là, on est habitué à avoir quelque chose de très rythmé, très programmé. Et rentrer dans la vie active, ça fait un petit peu peur, de se dire qu'on s'en rapproche. Ouais, bon après, t'as quand même tu fais partie des grands noms du rugby féminin français. Tu risques d'avoir quand même un peu plus de facilité que d'autres filles qui ont moins de notoriété que toi. Ouais, peut-être, mais voilà, rien n'est jamais gagné. Et, le monde du travail, c'est quelque chose de différent. Surtout là, actuellement, avec ce qui se passe, je pense qu'on va vers des temps un peu différents d'avant. Et tant qu'il n'y a rien de sûr, c'est difficile de se voir quelque part. Après, je suis quelqu'un qui s'adapte quand même assez facilement, mais ouais, ça fait peur, quoi. Dans ta carrière ou ta vie plus largement, quel a été le plus grand coup dur que tu as vécu, si tu en as vécu un ? Ça a été la défaite en quart de finale à Rio. Ouais. Qui restera... Vous projetiez vraiment sur un titre olympique à ce moment-là ? Ouais, on se projetait sur une médaille et c'est vrai que c'était nos premières Olympiades, donc... que ce soit nous, les joueuses ou le staff, c'était nouveau pour tout le monde. Et je pense qu'on l'a mal géré. En tout cas, il y a eu quelques côtés qu'on n'a pas géré. On n'a pas su gérer la pression sur ce match-là. Et c'est très frustrant quand on s'entraîne 4 ans pour quelque chose et qu'on échoue. Mais c'est une très très grosse déception. Ouais. Donc derrière tu rebondis bien, enfin vous rebondissez bien quand même avec le titre, enfin non au final c'est pas un titre mais avec la place de vice-championne du monde à 7 et à contrario ta plus grande réussite sportive ou même humaine.
Je sais pas, parce que il y a vraiment plein de choses qui m'ont marqué, mais je pense que j'ai eu plusieurs résultats, notamment, voilà, comme tu dis, la médaille d'argent à la Coupe du Monde. On a eu la qualification pour Rio, qui avait été très difficile à avoir et qu'on a réussi, qui a été un parcours du combattant extraordinaire, et on a réussi au dernier moment à se qualifier. Mais ouais, je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment grandi au rugby et d'avoir évolué en tant que femme, en tant que joueuse, en tant que partenaire. Parce que je suis arrivée là assez jeune et que dans un groupe, au fil du temps, au fil des années, avec des groupes différents, avec des staffs différents, j'ai appris énormément de choses, et je pense que je me suis vraiment construite grâce au rugby. Et notamment, là, j'ai passé 9 ans avec David Courtex, son entraîneur du 7. Et ouais, il nous a appris des milliards de choses sur le terrain, mais surtout en tant que personne, quoi. Ce que tu dis là, on peut ressentir une certaine fidélité dans la personne que tu es, et ça se retranscrit aussi dans ta vie en club. Tu es à Blagnac depuis des années et des années. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été un club où je me suis sentie bien, et j'ai jamais eu de raison de partir. De temps en temps, ça a été un peu... Voilà, je me souviens par exemple avoir eu une engueulade, on va dire, avec un de mes coachs, où je m'étais tout de suite énervée finalement. Mais voilà, c'est un club où même s'il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés, je me suis toujours sentie bien avec le staff, bien avec les joueuses. Et ouais, je pars du principe que c'est le meilleur contexte pour performer, pour se sentir bien. Donc ouais, je me suis jamais posé la question, savoir si je voulais partir ou non. J'y suis bien, j'y reste. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années maintenant que tu y es, du coup? Un peu moins. Ouais, j'ai commencé à... je pense que je suis arrivée quand j'avais 13-14 ans, un peu moins, une quinzaine d'années, quoi. Ouais, ça commence à faire quand même. Bon, je tiens à préciser quand même, on parle comme si tu avais 45 ans depuis tout à l'heure. Non, effectivement, je vais quand même préciser, j'en ai que 29. Voilà. Non, je n'ai même pas encore les 30. Non, mais c'est vrai que tu as une carrière qui est super riche, vu que tu es arrivé très jeune dans le giron national, au final. Ouais. Donc, et à ce propos, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un circuit... Est-ce qu'il y a un pôle comme Marcoussis pour les garçons chez les filles? Il y a un pôle France, chez les filles, donc c'est plutôt sous forme de stage. Elles se réunissent à Marcoussis. Il y a toute la filière jeune, qui est un peu moins remplie que celle des garçons, parce qu'il y a forcément moins de joueuses. Mais ouais, il y a des sélections qui commencent dès les moins de 15, je pense, qui passent par les moins de 18, les moins de 20 ans. Donc il y a tout un parcours performance pour les jeunes filles. Aujourd'hui, si tu pouvais te retrouver face à la Marjorie qui a 9 ans, qui commence le rugby, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'être un peu moins feignante, parce que petite, j'étais pas une grande adepte du travail. Et mais ouais, à part ça, je lui dirais de continuer son parcours et de faire ce qu'elle aime comme elle l'a fait, quoi. Tu changerais rien à ce que tu as fait au final, vu que tout s'est déroulé à peu près correctement, quoi. Ouais, je te dis, à part le fait que petite, j'étais pas une grande travailleuse, parce que je voulais juste jouer au rugby pour m'amuser. Mais c'est bien, il faudrait que tous les enfants soient comme ça, en fait, je pense. Ouais, c'est clair, mais par exemple, moi je regrette de pas courir vite, j'aurais aimé faire de l'athlétisme. Voilà, je pense que c'est le seul truc que je changerais, parce que je me suis toujours amusée. Je pense que ça s'est toujours bien passé avec les joueurs, les joueuses, le staff. J'ai suivi mon parcours comme je l'entendais, et voilà. Même si des fois j'ai échoué, j'ai su me relever. Donc. Ça, c'est top, parce que aujourd'hui, on voit des gamins qui commencent le rugby à 6, 7, 8 ans et qui se mettent en tête, ou qui se font mettre en tête par les parents de devenir pro. Toi, en fait, la problématique ne pouvait pas se poser à l'époque, vu que ça n'existait même pas pour toi. Donc, c'est vraiment que le jeu qui pouvait t'intéresser à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Le jeu et les copains, quoi. Ouais, et le goûter après l'entraînement. Voilà, c'est ça. C'est des grands moments, ça, tout le temps. C'est clair. Si je dois inviter quelqu'un pour un prochain numéro de La Cravate, qu'est-ce que tu voudrais que j'invite ?
Tu veux plutôt ancienne joueuse ou plutôt nouvelle? La personne qui te fera plaisir, quelqu'un que tu aimerais entendre. Je sais pas, je dirais Christelle Chaubet ou Jennifer Troncy. Ouais. Jenny qui est encore en activité et Christelle qui a arrêté mais qui a fait partie des grandes joueuses du rugby féminin. Ouais. Des raisons en particulier à de telles invitations? Bon, Chris, parce qu'en plus elle est super drôle, donc tu vas te marrer. Ouais. Et Jenny, pareil, pour son franc-parler et toutes ces petites anecdotes qu'elle a vécues au rugby. Et puis parce qu'elle, pour le coup, ça fait 25 ans qu'elle joue, je crois, et puis elle compte pas arrêter encore. Donc, tant mieux. elle en aura à te raconter. Si la santé suit, elle a bien raison, tant que le corps il en veut. Et tu voudrais que je leur demande un truc en particulier? Moi, tu demanderas à Christelle si elle a des nouvelles de Jonathan. Ouais. Et à Jenny, non. Non, lui demande rien, vaut mieux. Ok, bon, à propos de ce certain Jonathan, ça sent la private joke quand même. Un peu. Alors, il y a une question que je pose tout le temps dans la cravate, c'est à quoi tu aimerais mettre une cravate? À quoi j'aimerais bien? À quoi? À qui? À quoi? À qui? Bon, après, le but, c'est pas que tu te brouilles avec du monde via ce podcast, mais voilà, une idée reçue, un fait en particulier, quelque chose qui te fait réagir. Je dirais peut-être le manque encore de tolérance, que ça soit par exemple pour le sport féminin, que ça soit sur plein de choses. En fait, je crois qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer, mais où il reste quand même beaucoup de disparités, de discrimination, et que le monde manque encore de tolérance vis-à-vis de plein de choses, notamment sur, moi qui suis très concernée, la place de la femme dans la société, la place de la femme dans le sport. Et je crois qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il faut rien relâcher parce qu'on est sur un équilibre très fragile. Et voilà. D'accord. Sur l'intolérance. D'accord. Mais après, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, le premier, il y a encore quelques années, pour le rugby féminin à proprement parler, je trouvais ça beaucoup moins attractif que le rugby masculin. Et j'en suis revenu. Parce que je trouve le niveau de jeu de plus en plus élevé. Et ça devient... J'ai pas envie de me brouiller avec mes futurs invités non plus, mais ça devient presque plus plaisant à regarder que le rugby masculin, je trouve. Parce que c'est du rugby, au final. Ouais, en fait, voilà, moi, ce que j'aime, c'est de dire qu'en fait, une équipe, qu'elle soit féminine ou masculine, elle dépend surtout du staff, elle dépend des joueurs qui la composent ou des joueuses, elle dépend du projet de jeu. Mais ça dépend pas vraiment de si c'est une équipe masculine ou féminine. Ça dépend de ce que tu mets en œuvre pour la faire progresser, de ce que tu mets en œuvre pour obtenir un jeu qui te plaît. Et tu peux avoir une équipe féminine qui va avoir un jeu qui plaît pas, un jeu qui est pas spectaculaire, comme une équipe masculine en fait, mais ça dépend de comment tu l'entraînes et des moyens que tu mets en œuvre. Effectivement, il y a 10 ans, les filles s'entraînaient 2 fois par semaine, ne savaient pas ce que c'était qu'une barre de muscu, travaillaient toute la journée, le soir rentraient chez elles voir leurs copains, voir leurs gosses, et elles s'entraînaient 2 fois par semaine. On ne pouvait pas comparer à des mecs qui s'entraînaient toute la journée. Carrément. Donc effectivement, c'est normal. Il y a 10 ans, le niveau du rugby féminin n'était pas celui qu'il est actuellement. Et celui qu'il est actuellement n'est pas celui que le rugby féminin sera dans 5 ans ou dans 10 ans quand les filles seront pros et qu'elles s'entraîneront tous les jours, quoi. C'est clair. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait toutes les évolutions qu'on a pu voir ces dernières années sur le rugby masculin, voilà. Parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas que du bon. Bien sûr, et je pense qu'on a la chance en tant que femme d'avoir vu le modèle des garçons, comme il s'est construit. Je pense que nous, la fédération, les clubs, il faut que tout le monde arrive à trouver un système qui permet à la fois d'être performant, à la fois de construire sa vie. Parce que quand on voit les garçons aujourd'hui, certains qui se retrouvent au chômage après 10 ans de carrière ou qui ont tout misé sur le rugby, c'est très triste.
Donc il faut que tout le monde se concerte et soit conscient du double projet qui est primordial. T'aimerais t'investir dans le rugby après ta carrière ? Ouais, je sais pas encore vraiment de quelle manière. Bon, je passe déjà le DE là pour entraîner un petit peu, mais c'est vrai que j'ai tellement appris grâce aux personnes qui entourent le rugby que j'aimerais peut-être ajouter un petit peu ma pierre à l'édifice et aider, je sais pas de quelle manière, mais aider le rugby à grandir. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas pensé à te poser ou qu'on te pose jamais ? Non, franchement, là, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. Bon, mais c'est top. C'est top. Merci beaucoup pour ton accueil, Marjorie. Mais merci à toi, c'était cool. En plus, on a eu le beau temps. Donc... Bon, ouais, on n'a vraiment pas à se plaindre. Si les auditeurs entendent des petits bruits d'oiseaux ou des trucs comme ça, c'est normal, on est sur la terrasse, on est au poil. À très bientôt. Au revoir. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.